Merci également d'avoir introduit le troisième temps de cette matinée. Le troisième temps sera en fait celui où on va interroger ce que l'UDECAM a appelé la bascule en matière de vidéo. Puisqu'on a parlé un peu de vidéo sur le digital, il faut quand même refaire un petit point sur les audiences de la télévision qui sont en baisse. On sait que d'après Médiamétrie, on est à une moyenne aujourd'hui quotidienne de 3h30, mais qui est en baisse de 30 minutes entre 2020 et 2022. C'est une première dans l'histoire des statistiques. De façon assez logique, on voit donc que les investissements qui suivent cette tendance, j'ai envie de dire, la télé ne pèse plus que 42% de la consommation vidéo en direct, puisque une bonne partie des Français lui préfèrent une consommation délinéarisée. Les questions qui restent ouvertes et que l'on va maintenant discuter, c'est à partir de ce constat, quelles sont les priorités de chacun. Est-ce que c'est de trouver une mesure qui va mettre un peu tout le monde d'accord, comme on a commencé à en parler au mois de novembre? Est-ce que c'est une meilleure liquidité de la data, un peu dans la même logique? Est-ce que c'est la centralisation, l'automatisation des investissements, ou alors le développement de nouveaux formats vidéo, justement, pour un peu renouveler l'expérience publicitaire, ou encore aller chercher l'innovation plutôt dans la qualité d'exposition, comme on en a parlé? Je propose qu'on accueille maintenant Emmanuel Charonard, directeur et rédacteur en chef de CB Expert, un titre de CB News, accompagné sur scène, voilà, je t'en prie, prends place, je te la laisse. Accompagné par Laurent Bliot, DGA Marketing et R&D de TF1 Publicité, Martin Clamart, Country Manager France d'Azerion, Emmanuel Crégo, directeur général de Values. Vous aviez tout le monde de Xander, senior commercial directeur France et Belgique, Julien Rosanvallon, DGA Marketing et Expérience Client de Médiamétrie, et Julien Lebescon, directeur marketing de Fnac Darty. Sous vos applaudissements, absolument, merci beaucoup pour eux. Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vois que le public est très féminin et que la vidéo intéresse aussi les femmes. Quand je travaillais en agence média, c'était la presse. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient dans la presse, donc je suis désolé pour ce qui se passe maintenant. Mais on vous attend à la prochaine session, mesdames. 1,7 milliard, c'est le chiffre d'affaires de la publicité vidéo en 2022, selon l'Observatoire ePub dont on parlait tout à l'heure, sans prendre en compte la télé linéaire. Si l'on intègre la télé linéaire dans le total vidéo, la publicité vidéo représenterait déjà 30% du total vidéo, donc télé incluse, d'après une estimation, un calcul fait par NPA Conseil. Parmi ces 1,7 milliard d'euros, il y a 928 millions qui reviennent aux réseaux sociaux et 809 millions au display vidéo. Ce sont, on l'a aussi vu tout à l'heure, des marchés tous les deux en hausse en 2022, mais avec un net ralentissement au second semestre qui touche surtout et presque seulement le display vidéo, qui pour la première fois n'a pas progressé. C'est écrit plus 0% sur les slides de l'Observatoire, alors que la vidéo sociale continue de progresser au second semestre de 27%. Que se passe-t-il? Or, en même temps, l'offre en display vidéo est en plein boom avec la télé connectée, les offres de VOD financées par la pub, comme Netflix, on en parlera tout à l'heure, les chaînes fast et bien sûr la télé segmentée. Avec toutes les questions que ça pose, les questions de sélection, de comparaison, de mesure, je rajouterai de cohérence, et on va se poser ces questions-là pour faire des bonnes campagnes de publicité efficaces en vidéo. J'ai envie de donner la parole d'abord à Emmanuel. Tu représentes les agences médias. Est-ce qu'on peut dire que le marché de la publicité vidéo arrive à maturité? Je pense déjà que ce qui est important, c'est peut-être de distinguer les devices. Il y a effectivement les devices digitaux, PC, mobile, tablette, c'est très mobile aujourd'hui. Oui, on pourrait dire d'une certaine manière qu'il arrive à une maturité, en tout cas sur les process d'achat, les capacités de ciblage avant la fin des cookies. Donc en tout cas, il y a une première étape qui est franchie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'évolution future. Mais par contre, sur le device télé, non, c'est en plein boom. Il y a plein de choses, effectivement, on va en parler. Et ça bouge beaucoup. Alors, il y a plein de concepts différents. Je pense que ce qui est peut-être pour replacer un petit peu le sujet, c'est que prenons la définition de l'IAB. L'IAB a défini l'Advanced TV. Donc l'Advanced TV, c'est tous les leviers complémentaires à la télé linéaire non segmentée, en fait la télé historique telle qu'on la connaît depuis longtemps. Donc en fait, dans cette Advanced TV, on va retrouver un peu trois grandes familles. Le premier, c'est la télé linéaire segmentée, qui s'est lancée en décembre 2020 en France. La VOD payante, que ce soit à l'acte, vous louez votre film ou votre série à l'unité, et puis ou
en abonnement. C'est là qu'on retrouve les plateformes qu'on connaît bien. Il y a des acteurs français aussi, il n'y a pas que des acteurs américains, MyCanal par exemple. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, certains commencent à hybrider leurs offres, qui étaient 100% payantes sans pub, et maintenant commencent à développer des offres de pub. Donc Netflix, mais aussi Disney+, qui va aussi arriver en Europe, et qui est déjà lancé aux États-Unis. Et le dernier point, c'est la VOD, donc Advertising VOD, donc contenu gratuit financé par la pub, dans lequel on retrouve certains acteurs historiques comme YouTube, mais aussi les applis de replay des chaînes de télé, et puis des pure players, voilà, des gens comme, pour ne citer que, mais il y en a vraiment une ribambelle, Pluto, Molotov, Rakuten, etc. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, là où ça se complique, c'est que sur cet écran de télé, ça va dépendre aussi du mode de diffusion. Donc vous avez soit votre télé qui est connectée directement à Internet, et donc là, vous avez choix plus ou moins exhaustif de différentes applications que vous propose le constructeur télé. Donc vous êtes dans cet écosystème-là. Ou alors, vous faites le choix, vous faites le choix de consommer, comme à peu près 70-80% des Français, du flux de la télé via votre box. Et vous êtes aussi dans un écosystème qui est fermé, avec plus ou moins d'exhaustivité. Et ça, c'est très important, je pense que pour la suite du débat, c'est que ça va évidemment conditionner la gestion de la data, parce que c'est des écosystèmes, c'est des silos qui sont fermés. Et donc, qui dit data, dit mesure d'un côté, ciblage de l'autre. Donc j'entends que ça se complexifie et qu'on est encore dans une phase de pédagogie. Laurent Bliot, vous avez lancé la télé segmentée il y a à peu près 2 ans avec d'abord une période de test. Quel bilan vous tirez? Est-ce que c'est profitable déjà à TF1? Est-ce que ça va être un bouleversement de l'écosystème de TF1 Publicité? Alors déjà, je dis un mot par rapport à l'introduction qui a été faite avant qu'on s'asseye. La référence sur la chute d'audience par rapport à 2020, qui était l'année du Covid, c'était peut-être pas la meilleure qu'on aurait pu prendre. Mais c'est vrai que la consommation de la télévision linéaire s'érode. Parce que la bonne nouvelle, néanmoins, c'est que la consommation vidéo augmente et continue d'augmenter. C'est le délinéaire, le on-demand qui augmente, mais on a évidemment une place à prendre là-dedans, on y reviendra plus tard dans le débat. Pour répondre à la question sur la télé segmentée, effectivement, 2021, c'était l'année de l'initialisation et 2022, c'est l'année du décollage, on va dire. Donc oui, c'est profitable parce que, comme vous le savez, la valeur est assez forte sur la télé segmentée. C'est très prometteur parce que ça permet, on a eu tout le monde, je ne parle pas de TF1 Pub, je parle de toutes les régies télé confondues, plus de 700 annonceurs qui sont venus en télé segmentée en 2022, plus de 1300 campagnes. Alors c'est impressionnant, mais c'est des petits tickets, puisque c'est la spécificité de la télé segmentée. Et pour rejoindre un peu, enfin pour compléter ce que disait Emmanuel, en fait, oui, la télé segmentée, aujourd'hui, on la pratique en mode FAI, donc ça veut dire quand votre poste de télé est connecté via une box FAI, c'est ça qu'on a lancé tous ensemble en 2020-2021. Mais à l'avenir, il y aura beaucoup d'autres possibilités finalement d'adresser de la publicité via l'écran de télé, via le flux linéaire ou via nos plateformes de replay, via les télés connectées. C'est quelque chose qu'on est en train évidemment d'investir aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'effectivement aujourd'hui, le broadcast, même s'il s'érode, reste quand même un espèce de canon surpuissant. Je ne vous dis pas les chiffres, 3h30 de DEI, 80% de reach quotidien, 90% de reach hebdo. Enfin, il n'y a rien qui sait faire ça, quoi. Tous ensemble et des scores d'audience parfois énormes. Néanmoins, là où on a un peu un point faible encore aujourd'hui, c'est sur l'adressabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir besoin, le même client ou des clients différents d'ailleurs, peuvent avoir besoin à la fois d'assets extrêmement puissants pour avoir un très gros reach sur des cibles très larges. Bon, ça, on fait le job, on sait toujours faire le job. Mais ils peuvent aussi avoir besoin d'adresser des cibles plus restreintes avec des tickets d'entrée plus bas, même si les CPM sont plus élevés. Et c'est là où on n'est pas encore, globalement, les broadcasters assez forts, finalement. Certes, on a nos plateformes de replay qui fonctionnent bien, qui continuent à croître, mais en tout cas, la vision de TF1, du groupe TF1 aujourd'hui, et c'est ce qui est enclenché, MyTF1, c'est plus juste une plateforme de replay. Il y a des chaînes fast, il y a de la VOD, il y a de la SVOD, voilà. Et c'est ça qu'on va développer pour effectivement, par rapport à la demande des clients, pouvoir leur offrir le meilleur mix, c'est-à-dire la vidéo premium, brand safety, avec un reach extraordinaire
et une adressabilité at scale, ce qui est le morceau qu'on est en train de construire en ce moment. Et tu estimes à combien la part de la télé segmentée dans le business de la TV TF1 à terme, allez, disons dans les 2-3 ans? Dans les 5 ans plutôt, 5 ans. puisqu'on est en train de travailler sur une trajectoire un peu plus longue, ça pourrait être, on va dire, un poids, ce ne sera pas la moitié, hein, mais ça pourrait être, on va dire, pas loin d'un quart, l'adressabilité. Parce qu'effectivement, si on arrive à avoir des taux de reach, les objectifs sur lesquels on travaille en ce moment, c'est d'avoir un taux de reach sur nos offres adressables, quelles qu'elles soient, télésegmentées, MyTF1, les téléconnectés Samsung, etc., à 5 ans, 60% de reach hebdo. Bon ben voilà, si on arrive à faire ça, sur la vidéo broadcast, on sera toujours assez fort, même si ça s'érode. Et sur la vidéo adressable, du coup, on devient rang 1. Voilà, on n'est plus cherry on the cake, on devient rang 1. Martin Clamart, chez Azerion, vous représentez le segment de la VOL. Entre la TV qui, on l'a vu, se digitalise et se segmente, les grandes plateformes américaines et les Netflix, Disney qui s'ouvrent à la publicité, quelle place reste-t-il pour les autres éditeurs de la VOL? Quels sont vos atouts dans ce marché? Eh bien, bonjour. La place qui reste à la VOL, c'est la place que les utilisateurs mettent, en fait, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on regarde évidemment de la vidéo à travers la télé. Moi, je suis un vieux, donc je regarde encore beaucoup la télé, par exemple, mais je la regarde aussi sur Internet. Je regarde aussi tous les éditeurs de contenu qui développent de plus en plus de vidéos. Je regarde sur des plateformes. Je regarde un peu partout, en fait. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça l'enjeu, et moi, c'est ça qu'on porte aussi chez Azerion. On a de l'inventaire, on représente des éditeurs qui veulent aussi monétiser leur inventaire dans l'open web et qui vont apporter ce reach complémentaire, que ce soit l'érosion de la télé ou juste une consommation différente, un moment différent où on consomme la vidéo. C'est ça qu'on va apporter pour, in fine, puisque c'est ce dont on parle depuis ce matin tout le temps, l'efficacité. Comment on va apporter l'efficacité? Tout ça, c'est pour moi, Emmanuel, tu disais, il faut régler le problème de la télé, je pense, entre guillemets, parce que ça se digitalise, ça c'est vrai. Le digital est déjà digitalisé, forcément. Et l'enjeu, il est d'unifier tout ça, pour que justement ce soit liquide et qu'on puisse vraiment travailler la vidéo de manière généralisée. Xavier Tout-le-Monde, vous avez fait la une à la fin de l'année dernière, quand même, avec le lancement de la commercialisation publicitaire sur Netflix. Quel bilan peut-on tirer de ces premiers mois? Ça s'était lancé en novembre, je crois. Novembre, ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi l'offre de Netflix? Alors oui, avant de passer directement sur Netflix, je voulais rebondir sur ce que disait Laurent sur l'année du décollage sur la télévision segmentée. Nous, effectivement, on travaille avec tous les grands acteurs effectivement en télévision segmentée. On a vu sur le 4e trimestre, par rapport au 3e, des budgets qui ont été multipliés par 4. Donc on a vu vraiment une accélération très forte sur cette année qui promet une année 2023 et sans doute les 5 années qui suivent, de belles croissances là-dessus. Pour revenir sur le sujet Netflix, donc effectivement, lancement tout dans les premiers jours de novembre. Il y a eu un très fort intérêt des acheteurs, je pense qu'on l'a bien vu, ça a été effectivement, beaucoup de gens ont voulu tester, ont voulu voir ce qu'il y avait effectivement sur Netflix. De l'autre côté, il y avait un choix qui a été fait par Netflix de dire que la publicité restait un choix d'utilisateur. Disney+, Emmanuel, tu le mentionnais, c'est lancé aux États-Unis, mais ont eu une position différente, c'est-à-dire qu'ils l'ont imposé la publicité à tous leurs abonnés, aux abonnés de choisir après s'ils n'en veulent plus. Donc effectivement, on a eu très fort intérêt de beaucoup des acheteurs dans les 12 marchés, et de l'autre, effectivement, des audiences qui se sont construites petit à petit pour respecter cette volonté de laisser aux utilisateurs le choix de la publicité. Ce qui est aussi important de rappeler, c'est que l'annonce a été faite courant de l'été, au mois de juillet. Pas le meilleur moment pour lancer un projet d'envergure dans 12 pays, en tout cas surtout en France ou en Europe du Sud, pour avoir les équipes effectivement prêtes là-dessus. Mais tout s'est fait en 3 mois. Donc en 3 mois, toute l'intégration technologique, toute la préparation commerciale dans les 12 marchés a été faite. Donc c'était un effort très important pour être prêt. Et à l'heure actuelle, on a donc dans ces 12 marchés une offre qui, il faut le reconnaître, reste basique. C'était aussi une volonté Netflix de commencer par le commencement, de commencer par des petits pas. C'est donc des formats de 15 et de 30 secondes, des formats pre-roll, mid-roll, une durée d'exposition moyenne de 4 minutes par heure, pas plus, pour effectivement respecter une expérience utilisateur. On pourra en revenir dessus. Mais voilà, une offre très basique
qui à l'heure actuelle, on parle d'il y a 3 mois, donc effectivement prend du temps pour s'étoffer. On pourra sans doute l'occasion d'y revenir, mais 2023 va être l'année justement de développer ces capacités, soit de ciblage, soit d'audience, pour étoffer et apporter plus à la fois de la donnée, mais aussi de la flexibilité aux annonceurs. On peut donner les chiffres là de ceux qui sont en abonnés pub. Et est-ce que vous avez la répartition entre ceux qui viennent, les nouveaux arrivant sur Netflix par cette offre publicitaire, et ceux qui ont changé d'offre, en fait, ceux qui ont baissé leur abonnement pour avoir de la pub? Alors ça, ce sont des données qui sont propriétaires de Netflix et sur lesquelles malheureusement on ne pourrait pas communiquer aujourd'hui. Quand un annonceur vous demande combien vous avez d'abonnés, vous ne pouvez pas lui répondre. Alors, il y a d'autres moyens de regarder effectivement la performance d'une campagne. Donc, c'est très clairement un sujet qui se pose. Et c'est tout le travail qu'on peut avoir effectivement, nous, vis-à-vis des acheteurs et des agences, mais également vis-à-vis de Netflix, pour arriver à effectivement trouver des points communs pour essayer de comprendre et comment mesurer la performance d'une campagne. Donc, voilà, c'est tout le travail effectivement 2023, après cette phase de test, de lancement des premiers mois. D'accord. Julien Lebescon, Fnac Darty, vous êtes le digne représentant des annonceurs. On attend beaucoup de vos réponses. Dans ce marché vidéo qui se complexifie, on l'a vu aussi tout à l'heure avec les formats de Snap, qui s'agrandit de mois en mois, comment vous faites pour orienter vos investissements vidéo? Comment vous faites pour répartir votre budget de 100 € entre les différents supports vidéo? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce marché? Bonjour à tout le monde. Déjà, faut commencer par dire que c'est une bonne nouvelle, que le marché ait de la vitalité, qu'il soit complexe, puisque ça donne du boulot à tout le monde déjà dans la salle, c'est bien, y compris à moi. Ensuite, c'est extrêmement bien parce que ça nous permet de connecter avec les gens et de nous exprimer avec une variété d'options comme on ne les a jamais eues. Donc, c'est pour ça que c'est une vraie bonne nouvelle. Après, sur comment on choisit la répartition, y a plein de critères qui se chevauchent. Déjà, y a un juge de paix qui est l'audience. Où est-ce que les gens qui nous intéressent passent leur temps, c'est comme ça que ça commence. Ensuite, il y a peut-être quelque chose que les gens... j'en ai pas entendu beaucoup parler ce matin, c'est un peu dommage, mais il y a le sujet de la création aussi. Il peut y avoir des obstacles pour l'annonceur à aller sur certaines plateformes. Si ça demande une création qui est dédiée, qu'on peut mutualiser avec aucun autre média, est-ce que ça vaut le coup d'aller y mettre l'argent et les moyens humains ou pas? Voilà, c'est forcément une équation, une donnée de l'équation. Après, il y a quelque chose de évidemment plus classique dans le choix d'un média il y a toujours un peu ces 4 critères, la puissance du média, donc il y a l'audience dont je parlais, l'exposition publicitaire qu'elle me permet, la qualité des formats, les ciblages et la mesure. Avec ces 4 éléments-là, en général, on arrive à évaluer un peu tous les médias. Et il y a ce fameux sujet aussi de l'adéquation à la marque. Alors, je l'ai entendu sur la qualité des contextes, évidemment, ça compte. Est-ce qu'aussi ce que raconte la marque peut trouver une résonance sur un média plutôt qu'un autre? C'est pour ça qu'on a été sur Netflix, notamment en fin d'année, parce que notre publicité, elle chatouille un peu le modèle de Netflix, donc c'était un bon contexte pour aller annoncer. Et évidemment, le dernier, mais qui n'est pas des moindres, c'est l'équation économique, par rapport à l'effet que l'on recherche et au prix qu'on va payer, avec toutes les mesures qu'on a du passé, quels sont les meilleurs endroits où investir. Et donc, quand on a dit tout ça, l'aide qu'on peut recevoir des agences, des régies, de tous les acteurs qui gravitent dans ce monde-là, évidemment, il y a un sujet de compréhension de cet écosystème, d'avoir un maximum de clarté. Moi, j'entendais, je suis désolé, ça va peut-être pas faire plaisir, mais j'entendais plein de choses sur la mesure de l'attention ce matin. Ça m'a un peu inquiété, parce que finalement, ça voudrait dire que les annonceurs sont pas curieux et que les agences et les régies font pas leur taf de décrire les écosystèmes dans lesquels on annonce. Donc si on sait où on vient mettre les pieds, normalement, on n'a pas besoin de se poser ce genre de questions. Donc c'est à la racine que ce genre de questions et de choix se posent. Ensuite, il y a évidemment un accompagnement sur la négociation et sur le prix, qui est évident. On a quand même une équation économique à respecter. Ça, c'est évident. Le point de la mesure, je pense qu'on va en reparler, mais encore une fois, la mesure, elle est dans la finalité avant tout. Il y a des éléments explicatifs, certes, mais après, est-ce que je cherche à faire bouger la notoriété, la considération, les ventes? Et c'est bien tout ça qui compte à la fin. Et on a des mesures pour faire ça, donc les mesures intermédiaires sont peut-être moins importantes. Et au final, il y a le sujet, effectivement, de comment
On dit que le marché se complexifie, il y a beaucoup de vitalité. Bah, du coup, comment on innove avec ce marché-là? Quelle vague on prend pour être meilleur à faire ce qu'on fait? Voilà. Vous avez posé la question, au moins 2 d'entre vous, sur où est-ce que les gens passent leur temps vidéo. Et Julien, qui est en charge des mesures chez Médiamétrie, a la réponse. J'ai la réponse, oui, tout à fait. Bon, ce que j'aimerais rappeler, c'est déjà vous donner une perspective. Il y a pas mal de chiffres qui ont été partagés sur les audiences de la télé, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que les Français passent de plus en plus de temps à regarder des vidéos. Et le temps qu'ils consacrent quotidiennement à regarder des vidéos aujourd'hui, c'est 4h46. C'est un temps qui est considérable. Et ce temps, il a continué à progresser, même au cours des 3/4 dernières années. En 2019, avant la pandémie, ce temps, il était de 4h36. Donc on a une croissance de 10-15 minutes sur ces dernières années. Et si vous preniez même le temps plus en retrait de 5, 10, 15, 20 ans, pareil, vous auriez une croissance de cette consommation qui est très importante. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, évidemment, au sein de cette consommation, les choses bougent. C'est un marché en croissance, mais au sein de ce marché et de ses usages, les choses évoluent. Globalement, le média télévision pèse aujourd'hui, dans ces 4h46, un petit peu moins des 3/4 du temps passé des Français. Et si on se concentre sur l'écran de télévision, et on voit bien que l'écran de télévision est un enjeu majeur, notamment par le format et les formats publicitaires qu'il propose, le média télévision pèse globalement 80% du temps passé. Le sujet, un sujet important, évidemment, ça c'est une donnée globale sur l'ensemble de la population. Ces données, elles sont différentes selon les cibles qu'on regarde. Et notamment sur les cibles les plus jeunes, notamment les 15-24 ans par exemple, eh bien, le temps passé là pris sur l'ensemble des écrans, sur les plateformes de vidéo à la demande ou les plateformes de partage vidéo, ce temps est beaucoup plus important, il est de l'ordre de 60% environ. Donc un marché qui évolue de la même façon que si on prend la composition globale des audiences des chaînes de télévision, il y a effectivement une baisse qui était rappelée tout à l'heure. Il y a une baisse du linéaire, mais on voit aussi une croissance assez importante des audiences délinéarisées. Donc il y a une recomposition, une évolution des acteurs, et évidemment on va en parler dans un instant, mais tout ça fait qu'il y a une convergence de plein d'acteurs sur des usages qui se ressemblent, mais à un moment, il faut pouvoir nommer, décrire, mesurer, quantifier avec des outils communs, et ça, je pense que c'est ce dont on va parler dans un instant. Oui, donc on le voit, Médiamétrie arrive à mesurer, évaluer la répartition du temps vidéo entre les différentes plateformes, mais c'est encore assez difficile pour les annonceurs et pour les agences d'évaluer l'apport en couverture d'une campagne vidéo de chaque plateforme et de comparer les contacts. Emmanuel, quelles sont vos attentes dans ce domaine, vos attentes en termes de mesures et d'indicateurs? Alors, il y a plusieurs sujets. Effectivement, je pense qu'il y a et encore une fois, je me répète un peu, mais distinguons bien l'écran de télé des devices digitaux. Parce qu'encore une fois, certaines grandes plateformes de vidéo, depuis 15 ans, n'arrêtent pas de dire que la vidéo est le complément de couverture de la télé, quand même un truc qu'on répète à l'envi comme ça. Bah, je ne pense pas qu'effectivement, un pré-roll sur mon mobile, sur le quai du métro à 8h du mat', je ne pense pas que c'est la même utilité. Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais je pense que ça n'a pas la même utilité qu'un plein écran en famille, dans mon salon. Donc effectivement, pour reprendre l'histoire d'attention, mémorisation, bêta de mémorisation, etc., c'est autre chose. Donc pour moi, c'est un peu deux médias différents, même si effectivement la finalité, c'est diffuser un spot de télé. Donc oui, on a besoin de mesures dans cette télé qui évolue. Il y a effectivement toutes ces solutions d'Advanced TV dont on a besoin. Effectivement, c'est un peu troublant pour un annonceur de se dire il y a une partie de mes GRP qui sont convertis en impressions. Du coup, c'est la même question sur l'audio et la radio. Hein. Vous avez exactement la même démarche qui est de se dire OK, et au final, la vraie question qu'on va se poser, parce que ça reste la télé média de masse, effectivement, les critères, c'est couverture, répétition et surtout couverture utile. Parce qu'en fait, c'est facile de faire de la couverture. Après, peut-être ce que c'est la couverture utile. La couverture utile, ça va être le pourcentage de gens qu'on va toucher entre le minimum et le maximum de contacts, qu'on considère comme étant le plus efficace. Et là, c'est un peu plus compliqué. Parce que quand vous avez une offre pléthorique
de vidéo sur des devices digitaux, aller toucher des contacts uniques, c'est plutôt assez facile. Aller les toucher avec un bon niveau de répétition, alors, il y a le frequency capping qui limite, mais avoir un minimum de répétition, c'est déjà beaucoup plus complexe. Donc, pour moi, le premier truc, c'est l'attente. Mais j'ai l'impression de ce que je lis des différents débats, etc., qu'il y a quand même une bonne composition des différents acteurs, et notamment des nouveaux, à rentrer dans le rang, etc. La limite avec ça, c'est que, même si ça va peut-être prendre 12, 18 mois, 24 mois, mais pour effectivement avoir ces notions de couverture utile, mais c'est qu'on va rester malgré tout, et là-dessus, effectivement, c'est une question à se poser en fonction de la problématique de l'annonceur, sur un plus petit dénominateur commun, qui est le socio-démo. Alors qu'on a une télé qui se délinéarise avec une promesse de justement dépasser le socio-démo et d'aller sur du comportemental, etc., on vient à la question en fait, de ce qu'on peut appeler la liquidité de la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez des silos fermés en fonction de ce que j'expliquais tout à l'heure, consommation via un opérateur de box ou via une appli connectée directement via votre télé. Mais il n'empêche qu'en gros, vous avez, et c'est normal, c'est pas du tout une critique, mais quand vous avez un ciblage possible avec TF1 en accord avec Infinity auprès de l'opérateur X, ça va être différent de peut-être ce que peut proposer M6 avec Sirdata ou de ce que peut proposer l'appli, etc., etc. Donc effectivement, on a une problématique, mais encore une fois, c'est le démarrage, la jeunesse de toutes ces offres-là. C'est de se dire effectivement comment est-ce qu'on utilise une data qui va être opérable, c'est un vieux pieu, mais opérable de manière plus exhaustive sur les inventaires. Pour caricaturer un peu, c'est comme si on avait des DSP dans lesquels en fait il n'y a pas de data. Et en fait, votre plan média vidéo, c'est une somme de deals média plus data avec l'éditeur A, l'éditeur B, l'éditeur C, l'éditeur D, etc. Alors des choses qui se ressemblent, des choses qui sont identiques, et puis d'autres, ça ne l'est pas. Donc effectivement, si on veut industrialiser et faire sauter un peu le verrou du potentiel Advanced TV, je pense notamment à la télé segmentée, ça me paraît essentiel d'ouvrir un débat beaucoup plus large au sein de l'industrie, qui est effectivement comment faire sauter un peu cette partie-là. La liquidité data est importante, et jusqu'à maintenant, même si je pense qu'il va y avoir des éditeurs, notamment les chaînes de télé, qui vont s'intégrer de plus en plus directement dans les téléconnectés, je pense que c'est l'objectif aussi, les opérateurs sont pour l'instant incontournables. Donc effectivement, Trust PID, par exemple, c'est vachement intéressant comme initiative. Bon, j'espère qu'il y a le volet télé qui est compris dedans, parce qu'effectivement, ça va devenir intéressant de se dire comment est-ce qu'on liquifie un peu tout ça, parce que l'idée, c'est de se dire, entre acheteurs et vendeurs, qu'on ait une monnaie commune pour prévoir, pour orchestrer, pour négocier, pour optimiser. Et aujourd'hui, cette compétence de données, côté acheteur, on l'a pas. Côté vendeur, c'est partiel. Et effectivement, on a des acteurs tiers comme les opérateurs qui ont un rôle assez stratégique dans cette histoire. Quelqu'un veut réagir à ce que vient de dire Emmanuel ? Déjà, sur la liquidité de la data, au-delà du point technique, ça voudrait dire demander à des acteurs de vendre leur asset différenciant. Donc, je trouverais ça un peu bizarre. Moi, ça ne me dérange pas que la data elle soit différenciée. Évidemment que ça rendrait notre vie plus facile, mais comme je disais, c'est un des 4 piliers qui rendent un annonceur, une régie plus désirable qu'une autre. Donc, moi, je ne la liquéfierais pas si j'étais eux. Voilà. Moi, ce que je trouve aussi qui est à liquéfier, c'est la notion de mesure. Encore une fois, je représente la VOL. Après, les AVOD, SVOD, VOL. Voilà, on a plein d'acronymes dans la vidéo. Et c'est la mesure. Alors, sur la VOL, le déficit qu'on a, c'est sur justement la mesure de l'attention. On en parlait récemment, mais justement, ça s'upgrade. Donc, on peut aussi qualifier beaucoup mieux les inventaires sur la vidéo en ligne. Et encore une fois, c'est là où... S'il y a de la vidéo en ligne, c'est parce qu'il y a des utilisateurs en face qui la regardent. Et donc, effectivement, c'est des gens à toucher. Là où je te rejoins, Emmanuel, c'est qu'évidemment, quand tu es dans ton salon à regarder en plein écran, c'est pas pareil que quand tu es, alors je dirais pas dans le métro, mais au boulot ou un peu partout, enfin dans différents endroits. Je pense que tout ça, ça se complémentarise et qu'il y a besoin de liquidité, effectivement, de la data. Alors là, côté digital, on en a déjà plein. C'est même peut-être un peu trop. Enfin, bientôt, on en aura peut-être beaucoup moins. Donc ça, on va voir. Mais effectivement, c'est pas là-dessus qu'on a un problème, nous, c'est plutôt sur la mesure de l'attention et que ce soit la même pour tout le monde. Je ne sais pas si vous aviez vu, on parlait de TVision qui s'est lancé au UK et aux US. Il y a eu du coup la première étude sur l'attention de la télé au UK.
Et on se rend compte, c'est ce qu'on vit tous un peu instinctivement, parce que parfois, on ne regarde pas la télé quand même. Parfois, quand il y a la pub, on va quand même à la cuisine, on va quand même faire ce qu'on a besoin de faire. Et ils se sont rendus compte que 20% des pubs n'étaient pas vues. Parce que la télé a aussi quelque chose un problème, en tout cas, et mesurable aussi sur la viewability, parce qu'il y a un panel, on voyait si les gens étaient là. Donc là aussi, c'est mieux mesurer tous les écrans pour que ce soit comparable. Ça va apporter de toute façon plus d'efficacité in fine pour l'annonceur. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Juste apporter une précision. Quand les téléspectateurs sortent de la pièce, ils ne sont pas mesurés dans l'audience. Et si vous regardez une publicitaire... Ah, j'ai dit... je fais une petite pause. Bon. En tout cas, ces audiences ne sont pas prises en compte dans la mesure. Et moi, je voudrais dire quelque chose, parce qu'il y a un sujet d'universalité dans la mesure. Je pense que ça a été abordé. C'est essentiel qu'on puisse partager un langage commun. Le sujet de l'attention, il est très intéressant. Ça fait des années, ça fait 20 ans d'ailleurs que dans le digital, on le mesure. Mon premier patron, quand j'étais chez Orange, avait fait une thèse sur Online Advertising, is someone watching? Et je pense que cette question, elle peut se poser pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de façons de mesurer cette attention sur les formats d'eye tracking, etc. En revanche, je pense ce qu'il faut, c'est qu'on puisse définir l'audience. Et pourquoi est-ce que l'audience est restée une épine dorsale de notre langage commun? Il faut qu'on puisse avoir des éléments simples, des définitions factuelles. Le sociodémo, bien sûr que ce n'est pas la panacée. Et la panacée, ça a été dit tout à l'heure, pour beaucoup d'annonceurs, c'est l'efficacité. Il n'y a pas de problème là-dessus et personne ne le remet en cause. En revanche, l'audience est souvent un langage intermédiaire, commun, universel, qui peut être défini de façon objective. Et je pense que c'est ça qui est important. Et dans les débats qu'on a aujourd'hui sur le développement d'une mesure cross-média, cette dimension, elle est essentielle. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le définir de façon objective, Laurent Bliot? Oui, moi je pense que oui. Mais l'attention, c'est intéressant, mais c'est un KPI intermédiaire. Et sur l'efficacité, et je ne dis pas ça parce qu'on a un problème, on n'a pas de problème avec l'attention. Si vous regardez les études, que ce soit Lumen, celle de Karen Nelson-Fields, enfin partout dans le monde, la télé, elle fait le job en attention. Donc. Mais je dis, c'est quand même un KPI intermédiaire. Un mot sur l'efficacité, juste pour dire que le problème, et c'est un peu ce que Julien disait en creux, on ne peut pas universaliser la définition de l'efficacité, en fait. On ne peut pas. Pour vous, c'est ça. Pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Pour cette marque-là, à ce moment-là, c'est ça. Pour cette-là, à ce moment-là, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas le standardiser. En revanche, on peut standardiser des choses sur la mesure de l'audience. Et déjà, la première, c'est de quoi on parle, en fait. C'est quoi un contact? Je sais qu'il y a pas mal de débats en ce moment autour de est-ce qu'on va changer les KPI en télé, etc. Mais en fait, quand on dit CPM, tout le monde, et alors c'est étonnant, hein, venant de gens qui ont plébiscité quand même beaucoup les investissements dans l'univers digital, ah non, c'est horrible, vous allez réduire la qualité de la mesure télé au niveau très bas de celle du digital. Pardon. Bon, parenthèse. Néanmoins, c'est vrai la différence entre une impression et un contact? En fait, il y a des définitions. Il y a le MRC aux États-Unis qui fait des normes. La norme vidéo, c'est 100% des pixels visibles pendant au moins 2 secondes et puis c'est tout. Donc, vous avez vu 2 secondes d'un spot de 20 secondes, ça veut dire que vous comptez 1. En télé, vous avez vu 1 minute d'un écran de 5 minutes, vous comptez 0,2. Bon, qu'est-ce qui fait la différence? C'est effectivement la pondération par la durée. Et le MRC a dit, à partir du moment où on veut mélanger les contacts, c'est-à-dire des contacts qui viennent de la vidéo digitale et des contacts qui viennent du broadcast, on doit pondérer les contacts par la durée. Bon, voilà. Déjà, si on arrive à se mettre d'accord là-dessus, on a quelque chose qui est universel. Par rapport au débat CPM, GRP, l'idée n'est pas de mettre le GRP à la retraite. Hein. C'est très pratique, les GRP. Il y a la couverture, il y a la répétition. C'est des KPI de média planning qui sont très pratiques et il n'est pas question de se débarrasser de ça. C'est juste que pour les cibles socio-démo, à partir du moment où on est OK sur la granularité du KPI, donc des impressions 100% sur cible, 100% visible à l'écran, en univers brand safety et pondéré par la durée, à partir de ce moment-là, on peut faire des GRP dans les deux sens. Hein. On peut faire des GRP avec YouTube, on peut faire des GRP avec Netflix, bien sûr, etc., si on est sur des cibles socio-démo.
Mais à partir du moment où, comme tu le disais Emmanuel, les cibles data vont quand même se multiplier, elles ne sont pas stables. Alors, il y a le problème des sources, c'est vrai, puisque on va dire, le même cluster, selon qu'il est fourni par l'un ou par l'autre, il n'a pas la même taille. Bon, ça, à la limite, peut-être qu'au fur et à mesure, on va progresser et que ça va s'harmoniser. Mais il y a surtout un problème de stabilité des cibles, en fait, et le fait qu'elles puissent être recensées par un organisme qui fait foi. Mais si je prends un exemple un peu débile avec des mauvais chiffres, c'est mon métier. Je rigole. Faut rigoler un peu. Les intentionnistes déménagement, peut-être qu'au mois de janvier, ils sont 1 million, peut-être qu'au mois de septembre, ils sont 3 millions. Ben, je ne sais pas faire des GRP. Ben, donc, je vais faire des contacts. Et donc, pour monétiser ces contacts, la monnaie universelle, ça peut être le CPM à partir du moment où on est d'accord sur ce qu'est une impression. Voilà. Et sur les déduplications, pardon, parce qu'à un moment, quelque chose a été dit, je ne sais plus par qui, mais Médiamétrie travaille vaillamment avec nous tous, hein, puisque les GT de Médiamétrie sont très, j'allais dire, œcuméniques, à la fois sur un grand chantier cross qui pourrait réconcilier tous les assets vidéo, voire même au-delà, finalement, et à la fois sur un premier wagon que nous, la télévision, on a voulu mettre à disposition du marché au courant du premier semestre 2024 pour déjà dédupliquer les contacts entre le replay sur l'écran de télé et le flux linéaire sur la télé. Donc ça avance très bien en fait. Ça va être long parce que les déduplications, c'est compliqué. On n'est pas en retard par rapport aux autres pays. Si on regarde, les États-Unis, ils sont dans un chaos de mesures en ce moment. Je ne vois même pas comment ils vont y arriver. Alors qu'en plus, ils ont des usages qui ont beaucoup plus switché que chez nous, pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais on n'a pas le temps. Et ils n'ont pas Médiamétrie. Et ce n'est pas parce que j'ai des bonnes relations avec Julien que je dis ça. C'est parce que Médiamétrie, par ses statuts, c'est un organisme paritaire qui réunit dans son sein, pour prendre des décisions, les annonceurs, les agences et nous, les médias. Donc je pense qu'on est très bien armé pour y arriver. Ça va être un peu long, 2024, 2025, mais on va y arriver. Bon, le compteur file, il reste moins de 5 minutes. Désolé. On n'a pas évoqué tous les sujets, donc ce que je voudrais faire, c'est un dernier tour de table de moins d'1 minute chacun sur quel est le sujet qui vous tient à cœur sur la vidéo dont on n'a pas encore parlé. Julien l'annonceur, Fnac Darty. Je pense que c'est un sujet, parce qu'on est dans un sujet très média, là on n'en parle pas beaucoup, mais la création, c'est hyper important. Je préfère, en fait, quelque part, je me fiche un peu des mesures d'attention et compagnie, parce qu'en réalité, si je suis intelligent et que j'ai bien jugé chaque régie que j'achète, normalement, je suis capable intuitivement de savoir que un truc plein écran sur un mobile ou en télé, c'est un peu plus d'attention qu'un petit carré de 7 mm, je ne sais pas qui parlait de ça tout à l'heure, en bas à droite d'un mobile. Donc, normalement, on est quand même tous avec des cerveaux intelligents pour dire ça. En revanche, vu qu'on est toujours à la mesure finale, donc qui est celle de l'efficacité, hein, qui est la plus importante, sur ce qu'on cherche à faire bouger, après, sur ce on a tout un tas d'éléments qui vont l'expliquer, certains qu'on peut intuiter, d'autres un peu moins, et en fonction des théoriciens du marketing, c'est plus ou moins de pourcents, mais plus de la moitié, on le sait, de l'efficacité, ça reste la création. Et donc le pairing entre la création et le support vidéo, puisque ça s'est extrêmement diversifié, ainsi de suite, fait qu'aujourd'hui, on a un terrain de jeu créatif qui est plus celui qu'on avait quand il n'y avait que la télé. Donc je pense aussi qu'il faut toujours faire entrer cet élément dans l'équation. Alors je sais que quand on pense que média, on le factorise pas beaucoup, mais de faire rentrer l'adéquation entre la création et le média, c'est, je pense, bien plus important que la question de est-ce qu'on a une énième mesure intermédiaire avant l'efficacité. Xavier ? Je vais rejoindre Julien, tu parlais création. Alors c'est vrai que nous, on a le rôle de plateforme technologique, mais on le voit avec l'arrivée de Netflix, l'expérience utilisateur, qui d'un certain côté liée à la création, est clé. Et on le voit chez Netflix, c'est leur cœur de métier. C'est vraiment le contenu. On dit toujours le contenu est roi, mais l'expérience utilisateur est reine, si je puis dire. Et travailler là-dessus. Et donc chez Netflix, on a été très impressionnés. Tous les systèmes d'encodage des contenus et de la publicité sont gérés par les mêmes équipes.
Donc tout ce qui est audio, tout ce qui est cahier des charges, tout est normalisé pour justement avoir la meilleure expérience possible. Il y a des technologies de tagging Sermansen parce que le positionnement de ces coupures pub, là encore, ça joue. Donc et ça accentue l'impact de la publicité. Donc c'est vraiment travailler là-dessus et accompagner nous, en tant que plateforme technologique, les différents acteurs, Netflix, mais effectivement tous les autres, pour travailler à cet impact que peut avoir publicité vidéo. Et on sait que c'est celle qui a vraiment le plus d'impact sur l'utilisateur. Et d'ailleurs, dans vos concurrents télé, on a parfois des coupures sur le replay qui tombent au mauvais moment, qui sont très agaçantes. Pas chez nous, Emmanuel. Tu regardes pas assez de replay chez nous. Non, elles sont phasées au moment des coupures de l'antenne. Martin ? Moi, je rebondirais aussi sur la création et sur l'innovation, parce que c'est aussi ce qui fait le digital. On va chercher toujours un peu plus. Je vois Publicis avec qui on est en train de faire des tests sur des intégrations de produits dans les vidéos, dans les contenus vidéo, et de pouvoir faire du placement de produits à la volée. Donc ça aussi, c'est des choses qui, voilà, le digital le permet, de pouvoir explorer des nouveaux territoires et du coup pouvoir recréer des choses, outre le fait que... aussi, il y a un accompagnement sur... on parle d'adéquation au final d'un produit avec un contenu. Et ça aussi, c'est clé. Tu le disais tout à l'heure aussi, il y a plein de plateformes, donc il y a plein de façons de faire des vidéos, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est clé, de proposer aux annonceurs cet accompagnement pour dire, voilà, on a un spot télé, on a des choses. Là aussi, il y a des outils qui permettent d'aider à comment monitorer en fonction des cibles tel montage, telle chose. Ça, c'est les choses qu'on fait beaucoup chez Azerion pour accompagner nos annonceurs là-dessus. Et justement... scénariser beaucoup plus toute cette vidéo parce qu'il y a un effet de répétition. Si on bastonne toujours le même spot, au bout d'un moment, c'est un peu... Voilà. Donc, voilà, c'est là-dessus que la création a un rôle et c'est vraiment le mix de la création et de la technologie que le digital peut apporter. Emmanuel ? Les outils d'achat. Je pense que c'est un vrai sujet. Il y a effectivement un accès partiel à certains DSP ou d'autres outils. On a un outil Media Planning, propriété d'Ipsos, qui est Popcorn sur la partie télé, Media Planning télé. Et je pense qu'effectivement, dans une télé qui se délinéarise, c'est un fait, mais sur lequel il va y avoir de plus en plus de capacité de ciblage, effectivement, comment est-ce que ça va s'orchestrer ? Et aujourd'hui, les paris sont quand même assez ouverts. Être capable de gérer beaucoup de données, ça, un DSP, c'est son métier, il le fait, mais être capable de prévoir de l'audience, ça l'est peut-être un peu moins, et notamment quand on est sur la télé linéaire. De l'autre côté, Popcorn a aussi d'autres inconvénients. Donc, moi, je pense que c'est assez ouvert pour ça, et ça va être assez structurel pour nous, côté agence. Bien. La médiamétrie, nous, on s'engage fortement et on investit pour développer une mesure cross-média publicitaire. On a annoncé qu'on lancerait ces premières mesures sur ces premiers périmètres mi-2024. Je pense que collectivement, on doit refuser l'automesure. On doit développer cette mesure cross-média qui est un bien commun, un langage commun pour que lorsqu'une agence, lorsqu'un annonceur partage des datas avec les médias, eh bien, ils se comprennent collectivement. Il y a un ensemble de jalons, de défis. On espère évidemment pouvoir élargir le scope et intégrer les plateformes. La mesure d'audience, c'est a participation game, comme disent nos homologues anglo-saxons. Et évidemment, on compte bien là-dessus. C'est un enjeu majeur pour le marché. Laurent, tu as beaucoup parlé, mais je t'accorde encore 5 secondes. Non, je pense qu'on doit aussi progresser tous, et nous aussi, sur la mesure de l'efficacité. Qu'est-ce que c'est l'efficacité ? Les liens entre le haut du funnel, le bas du funnel, puisque c'est vrai qu'en ce moment, nous, on est un peu handicapés pour mesurer toute notre efficacité qui se déroule assez longtemps dans le temps, et que d'autres peuvent, on va dire, s'attribuer une part de l'efficacité qu'on génère parce qu'ils sont juste en bas du funnel au dernier moment. Donc ça, pour moi, c'est mon sujet d'avenir, on va dire, à TF1. Merci pour votre participation et merci pour votre attention. Merci beaucoup, messieurs, et merci, Laurent, d'avoir précisé ces données. On ne rappellera jamais assez l'importance du contexte.